Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup Rasmine Kechean et Cédric Durand d'avoir accepté notre invitation à cette audition, donc, qui se tient dans le cadre de la préparation de la niche parlementaire du groupe de la France Insoumise qui aura lieu en mars 2020. Et à cette occasion, nous présentons une proposition de résolution sur la transition écologique, une sorte de Green New Deal à la française. Et c'est pour cela que nous avions commencé à organiser ces auditions qui vont se poursuivre en janvier et qui sont ouvertes à l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale, même si il n'y a pas eu beaucoup de retours jusqu'à présent, mais c'est aussi une démarche qu'on veut transpartisane parce qu'il nous semble que c'est un enjeu majeur. Et c'est aussi pour ça que nous filmons ces auditions avec l'accord des personnes présentes, parce qu'il nous semble que c'est l'ensemble du processus, y compris d'élaboration de la loi, qui doit être connu et qui permet au plus grand nombre de comprendre les enjeux et de cheminer aussi avec nous dans l'approfondissement de ce travail. Donc aujourd'hui, nous auditionnons deux chercheurs universitaires qui vont se présenter en présentant leur point de vue. Et donc Mathilde Panot, vice-présidente du groupe, membre de la commission des développement durable. Moi-même, Daniel Obono, membre de la commission des lois. Je serai rapporteur sur la proposition. Nous allons ensuite échanger avec les deux personnes que nous avons invitées. L'idée étant vraiment de pouvoir enrichir, approfondir, voire peut-être modifier des éléments, des grandes lignes de ce qu'on a déjà commencé à travailler pour ce texte de proposition. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser la parole à chacun pour vous présenter, peut-être nous donner de manière liminaire les axes de vos travaux sur cette question de la transition écologique, du Green New Deal, avec tous les débats qu'il y a en ce moment au niveau européen, aux États-Unis, et qu'est-ce qu'il y aurait à faire en France pour mettre en œuvre ce projet politique. Qui commence? Bien, bonjour et merci pour cette invitation. Je suis ravi d'être là. Donc, pour dire deux mots de qui je suis et ce que je fais, je suis sociologue, professeur à l'université de Bordeaux, et je m'intéresse à ce qu'on appelle la sociologie de l'environnement ou l'écologie politique. Ça dépend de la manière dont on le définit. Et parmi les objets sur lesquels j'ai travaillé, il y a la question par exemple des inégalités environnementales, mais aussi la question de ce qu'on appelle la finance verte, c'est-à-dire la manière dont le capitalisme aujourd'hui mute au contact de la crise environnementale pour tirer profit de différents éléments de cette crise, et notamment en mettant en circulation des sortes de nouveaux produits financiers. Les marchés carbone sont les plus connus, mais il y en a aussi d'autres, les obligations catastrophes, les dérivés climatiques. Donc la manière dont le capitalisme essaie de tirer profit de la crise environnementale dans laquelle nous nous trouvons. Donc voilà, donc mes travaux concernent essentiellement la sociologie de l'environnement. Merci pour cette invitation. Moi, je suis très content d'être là. Donc Cédric Durand, je suis économiste à l'université Paris 13 et je travaille en économie politique. Mes sujets de prédilection sont mondialisation, financiarisation, mais plus généralement les questions de crise du capitalisme contemporain. Et en particulier, en ce qui concerne la transition écologique, les questions sur lesquelles je travaille sont celles liées à la planification, les questions de la limite de la marchandise, de la planification et donc aussi de la politique industrielle. Merci. On va peut-être vous laisser faire chacun un propos liminaire sur la question du Green New Deal, comment vous le voyez, quels sont les enjeux principaux, et puis après on posera des questions. Parfait. Alors moi je vais partir d'un peu loin, et puis on resserrera ensuite le débat par les questions ou par l'interaction entre nous. Alors moi dernièrement je me suis intéressé à la problématique des besoins dans son lien avec le capitalisme. Et avec cette idée selon laquelle le propre du capitalisme, c'est de générer en permanence des besoins artificiels. Alors, pourquoi ? Fondamentalement, le capitalisme, si on brosse ça à grands traits, il a deux caractéristiques. La première, c'est que c'est un système productiviste. Et la seconde caractéristique, c'est que c'est un système consumériste. Et les deux vont fondamentalement ensemble. Le capitalisme, c'est un système productiviste parce que sa logique, la logique de la concurrence, pour faire bref, conduit les capitaux privés, les entreprises, à déverser sur les marchés des marchandises toujours nouvelles, avec un rythme de rotation toujours plus rapide, indépendamment de toute autre forme de considération. Donc on produit pour produire, on produit pour augmenter la productivité, et ainsi de suite à l'infini. Et donc cela conduit à la création de marchandises toujours nouvelles qui, comme je l'ai dit, sont déversées sur les marchés. Et l'autre versant, c'est le versant consumériste, c'est que pour que des marchandises toujours nouvelles soient déversées sur les marchés, il faut que nous, consommateurs,
eh bien, nous absorbions ces marchandises, nous les consommions, nous les achetons, pour que eh bien, la place soit faite pour les marchandises suivantes, pour que la rotation rapide des marchandises s'accélère toujours davantage. Et donc cette logique est une logique de véritable fuite en avant, qui a deux conséquences. D'une part, elle a des effets aliénants sur nos subjectivités. Elle produit des pathologies mentales, dont on pourrait évoquer les détails si vous le voulez par la suite. Donc il y a un caractère fondamentalement aliénant de cette dialectique du productivisme et du consumérisme. Et puis d'autre part, l'autre versant, et c'est ça qui va nous occuper essentiellement, je pense, même si l'aliénation nous intéresse aussi, c'est que cette logique productiviste et consumériste, elle n'est pas soutenable du point de vue environnemental. Elle conduit à toutes sortes de destructions environnementales qui sont précisément ce contre quoi le Green New Deal va s'élever et va essayer de trouver des solutions. Donc en somme, il faut partir de quelque chose d'un peu basique et d'un peu élémentaire, mais qui est fondamental dans les discussions sur le Green New Deal, qui est la logique du système dans lequel nous nous trouvons, le capitalisme, et de ses effets à la fois sur les subjectivités des individus, sur le lien social, comme on dit un peu rapidement, et aussi sur l'environnement. Alors, c'est précisément cette double logique productiviste et consumériste qui conduit le capitalisme à produire ou à générer des besoins artificiels toujours nouveaux. Et il y a notamment 3 dispositifs que le capitalisme utilise, et on va voir qu'on va retrouver ces rubriques dans le débat sur le Green New Deal, 3 dispositifs concrets qui conduisent le capitalisme à générer ces besoins artificiels toujours nouveaux. D'abord, il y a la publicité, bien entendu. C'est un phénomène massif. En fait, si on s'intéresse à l'histoire du capitalisme, on s'aperçoit que le montant des dépenses publicitaires au cours de l'histoire ne fait qu'augmenter au fil des décennies et même des siècles. Okay. La publicité est un élément crucial dans la génération, dans la production de besoins artificiels. Et par conséquent, l'une des premières rubriques que moi je mettrai en avant dans le cadre de la discussion sur le Green New Deal, et ça rejoint d'autres débats que vous avez aussi par ailleurs, c'est la question de la limitation drastique de la publicité, si ce n'est de son abolition plus récente. Deuxième phénomène, deuxième dispositif pour la création de besoins artificiels, c'est la facilitation des conditions du crédit. Okay. La dette, quoi. La fabrique de l'homme endetté, comme dirait Maurizio Lazzarato, qui est un collègue philosophe. La fabrique de l'homme endetté, les gens s'endettent notamment pour pouvoir satisfaire des besoins matériels ou des besoins plus post-matérialistes, comme on dit. Mais c'est quelque chose, la facilitation des conditions du crédit, qui est absolument centrale dans le fonctionnement du système capitaliste, et en particulier sous sa version financiarisée. Et puis, troisième élément dont il est beaucoup question récemment, qui est peut-être moins important, mais qui stratégiquement me semble-t-il très important, c'est l'obsolescence programmée. Okay. Le capitalisme, dans son versant productiviste, a intérêt à raccourcir le cycle de vie des marchandises, à les rendre par conséquent non durables, de sorte, comme je le disais tout à l'heure, à accélérer en permanence la vitesse de rotation, de mise sur le marché des marchandises. Donc là, c'est à grands traits une espèce de portrait de ce qu'est le capitalisme contemporain. Le Green New Deal, c'est fondamentalement une solution ou une alternative à ce système productiviste et consumériste. Donc là, il y a déjà plusieurs rubriques que j'ai évoquées, mais qu'on pourra détailler par la suite. La question de la publicité et de la création de besoins artificiels par ce biais est fondamentale. La question de la finance, du crédit, de l'endettement est une question cruciale que Cédric abordera beaucoup mieux que moi. La question de l'obsolescence, elle renvoie à un sujet, à mon avis, tout à fait crucial et qu'il faut absolument inclure dans le Green New Deal, même si ça n'est pas forcément dans sa version nord-américaine, c'est comment produire des objets durables. Comment produire des objets qui échappent justement au cycle de vie court de la marchandise capitaliste. Et alors là, il y a toutes sortes d'associations qui travaillent sur ces sujets-là. Une mesure qui est souvent invoquée et qui à mon avis, mérite d'être incluse aussi, c'est l'extension de la garantie. Comme vous le savez, il y a toute une série d'associations, emmenées notamment par les Amis de la Terre, qui militent pour que la garantie des marchandises passe de 2 à 10 ans. Okay. En fait, ça a l'air de vraiment rien. On l'a porté en hémicycle. Vous l'avez porté en hémicycle et vous avez très bien fait. Voilà, ça m'avait échappé. Examiner le projet de loi sur l'économie circulaire. C'est ça. Ça, c'est Green New Deal, à mon avis, en plein, pour une raison simple, c'est que si on veut rendre les sociétés modernes soutenables sur le plan environnemental, il faut à tout prix trouver le moyen de raccourcir le cycle de vie, de rallonger le cycle de vie des marchandises. En fait, le calcul que font les associations, c'est que plus vous étendez la durée de la garantie, et plus vous incitez ceux qui possèdent les objets à les réparer plutôt qu'à les remplacer. Donc voilà. Après, ça c'est à grands traits une espèce de portrait. Je peux développer, mais peut-être que je vais passer la parole à Cédric, et puis on reviendra sur le détail des mesures plus spécifiques sur le Green New Deal et sur les différentes déclinaisons de ce projet. Merci Razmig. Alors moi je voudrais intervenir sur 3 points. D'abord un élément de contexte, sur qu'est-ce qui est en jeu dans le Green New Deal, au-delà de l'urgence écologique, dont chacun a conscience. D'autre part, j'aimerais revenir sur les dispositifs qui sont au cœur de la proposition américaine, ce qui fait son originalité et ce qui fait qu'elle a finalement une force systémique au-delà de chacun de ses composants.
Et puis troisièmement, j'aurais peut-être un tout petit peu détaillé la question de l'industrie, parce que c'est quelque chose qui tient à cœur à beaucoup d'acteurs, à juste titre, et en même temps qui semble un peu difficile à saisir dans le contexte de la transition écologique. Alors sur la question du contexte général, à mon sens, non seulement le contexte dans lequel on se trouve est celui d'une crise écologique qui s'intensifie et dont le sentiment qui s'accompagne d'un sentiment d'urgence qui va sans cesse croissant, c'est effectivement très important, mais également d'une crise du néolibéralisme plus large. On est vraiment, les années 2010 sont comme les années 1970 ou les années 1940, des moments charnières dans l'organisation du capitalisme. Et alors on le voit avec des manifestations monstrueuses que sont par exemple Trump ou Johnson aujourd'hui, mais c'est quelque chose de différent de ce qui était l'enthousiasme néolibéral de la fin de l'histoire des années 1990. Et ça signifie qu'on arrive aussi à la fin d'une solution politique qui était la solution politique de ce que Amable et Palombarini ont appelé le bloc bourgeois, c'est-à-dire une position centriste qui était capable d'agréger finalement des éléments partiels du bloc de droite et du bloc de gauche traditionnel, en particulier dans les cadres des couches intermédiaires urbaines, et puis une partie évidemment des élites économiques traditionnellement adossées à la droite, dans un projet modernisateur et en faveur de la mondialisation. Ça arrive à son épuisement. Pourquoi ? Parce que la crise financière, parce que l'absence de retour à la croissance et parce que la crise écologique. Et la solution... Oui. Juste pour rebondir, parce que je viens de prendre sur ce qu'on appelle le bloc bourgeois. En gros, il y a eu la période où il y avait Fordiste, etc., gauche-droite, et puis il y a cette période de fin des années 90, la fin de l'histoire, selon Fukuyama, où en gros... Fukushima, c'est une autre fin d'histoire. C'est une autre catastrophe. Mais Fukuyama, c'était déjà pas mal catastrophique. En gros, les années 2000, et donc tout cette espèce de centre-gauche, centre-droit, ça va de la période Clinton aux États-Unis jusqu'à la grande coalition en Allemagne, quoi. En gros, pour dire... Voilà, le bloc bourgeois, donc c'est un concept que j'emprunte à Amable et Palombarini, Bruno Amable et Stefano Palombarini. Ils ont écrit un petit livre là-dessus pour expliquer finalement le contexte de l'émergence d'Emmanuel Macron. Et leur analyse à très grands traits, de façon très schématique, c'est la chose suivante, c'est qu'après-guerre, il y avait deux blocs traditionnels, un bloc de gauche et un bloc de droite. Le bloc de droite, c'était la petite bourgeoisie, les indépendants associés au grand pouvoir économique. Le bloc de gauche, c'était le monde ouvrier et la fonction publique, en gros. Et ces deux blocs se sont cassés avec la mondialisation, le néolibéralisme, et ont essayé de se reconstituer en une nouvelle solution qui unifie des bouts du bloc de droite traditionnel et des bouts du bloc de gauche, qui est finalement cette tentative de bloc bourgeois. Et Macron, ce ni droite ni gauche, ou en même temps droite et gauche, c'est exactement l'incarnation de ça, mais c'est un projet qui, d'après eux, est voué à l'échec, puis d'après ce qui se passe ces jours-ci dans la rue, ça semble confirmer leur diagnostic, parce que c'est structurellement minoritaire dans le pays. Le problème qu'on a, que la gauche a, c'est qu'il n'y a pas un bloc anti-bourgeois qui est évident. Parce qu'une partie des gens qui ne se retrouvent pas dans le bloc bourgeois se retrouvent aujourd'hui polarisés à l'extrême droite, et une autre partie dans ce qui reste de la gauche, en particulier ici. Donc, mais le problème, c'est que ce qui n'est pas le bloc bourgeois, ce qui doit être construit n'est pas quelque chose qui est d'ores et déjà donné. C'est quelque chose qui doit être construit. Je pense que notre travail ici, votre travail à vous, c'est de faire émerger cette solution politique institutionnelle qui permettra de faire émerger une alternative à ce gauche bourgeois. Et dans ce cadre-là, la question du Green New Deal, à mon avis, est absolument centrale. Parce que c'est un projet qui peut réorganiser les subjectivités des différents groupes sociaux et leur permettre de faire émerger une solution politique. Donc je pense que c'est ça vraiment qui est crucial. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. Alors il y a deux éléments, deux composantes qui me semblent assez importants. D'abord, le Green New Deal, vous en avez parfaitement conscience, vous insistez dessus à juste titre, c'est une question de justice sociale qui est indissociable de ce projet de transition écologique. Donc c'est vraiment la fusion de ces deux questions-là. Et là, on voit bien ce que ça signifie en termes de blocs sociaux. Il s'agit d'agréger tous ceux qui aspirent à plus davantage de justice sociale, tous ceux qui sont victimes du néolibéralisme, dans une solution qui les protégera davantage. Donc ça, c'est extrêmement important. Non seulement du point de vue écologique, du point de vue de la santé, mais également du point de vue des droits sociaux en général. Finalement, le Green New Deal doit être un moyen de nouvelle conquête sociale. Et donc j'insisterai là-dessus dans un instant. La deuxième chose, c'est que les couches sociales plus aisées, qui ont pu être séduites par le néolibéralisme, aujourd'hui sont en train de se retourner contre celui-ci, une partie d'entre elles, sur la question écologique. Pourquoi ? Parce que l'écologie de marché, ça ne fonctionne pas. Et le néolibéralisme, c'était l'idée que l'efficace, c'était le marché. Eh bien, le marché n'est pas efficace pour gérer la question écologique. Au contraire, le marché intensifie la crise écologique. Et donc là, il y a des secteurs qui peuvent basculer. Donc c'est dans ce sens-là qu'il y a finalement, autour du Green New Deal, la possibilité d'une solution politique pour un nouveau bloc social qui pourrait devenir majoritaire. Donc ça, c'est mon premier point.
Mon deuxième point, c'est donc le contenu, précisément, en tous les cas aux États-Unis, puis la façon dont on peut travailler autour de ça, de ce Green New Deal. Il y a 3 éléments qui sont décisifs. Le premier, c'est une politique d'investissement, une politique industrielle à long terme. On appellerait ça ici de la planification écologique. Alors ça, c'est extrêmement important parce que c'est se projeter dans le temps long, quelque chose que ne faisait pas le néolibéralisme. Les apatistes parlaient du néolibéralisme comme d'un éternel présent, hein, pas d'histoire, pas d'avenir. Bon, là, la question de la crise écologique nous oblige à penser le temps long et nous oblige à nous projeter. Donc ça, c'est la première question. Politique d'investissement, politique industrielle, planification. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire, hein. On reviendra à la discussion, je ne vais pas aller en détail, mais je voudrais peut-être évoquer 3 points. Hein. D'abord, la question de la planification, c'est celle de l'articulation du monde de la production et du monde de la consommation, de la question des besoins et de la question des moyens de les satisfaire, et de les penser immédiatement, non pas par le marché, mais politiquement. La deuxième chose, c'est que pour faire ça de façon cohérente d'un point de vue écologique, il va falloir disposer de nouveaux instruments de calcul économique. Et c'est la question des statistiques environnementales fiables à tous les niveaux de l'appareil productif et de consommation. Il faut qu'il y ait en parallèle au système de prix, il y a aujourd'hui une comptabilité coût extrêmement sophistiquée, monétaire, il faut une comptabilité en nature sur les questions d'impact écologique qui permettent de faire un calcul écologique adéquat, hein, en fonction des objectifs de transition qu'on se sera fixés. Ça, c'est le deuxième élément. La troisième chose, c'est que le plan, c'est aussi l'occasion d'une grande discussion démocratique. Finalement, ce qui est intéressant dans le plan, c'est l'exercice qui consiste à collectivement se projeter dans le temps long. Et là, il y a un travail démocratique qui va au-delà du choix temporaire au moment des élections. Hein. La planification, c'est un processus de délibération. Donc il faut que les différents intérêts puissent s'exprimer, échanger, se confronter. Donc il y a toute une partie qualitative démocratique qui est extrêmement intéressante dans la dimension planification. Donc ça, c'est la première dimension, hein, du Green New Deal. La deuxième dimension, c'est la dimension sociale. Alors ce sur quoi mettent l'accent les amis aux États-Unis, c'est la question de l'emploi garanti. Hein. Donc c'est une thèse qui est développée, qui a été reprise d'ailleurs par la France Insoumise dans différentes campagnes, l'idée que l'État doit assurer, hein, à chacun la possibilité d'avoir un emploi s'il le souhaite, à un salaire qui soit au moins le salaire minimum, mais en fonction des compétences au-delà. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important et qui fait parfaitement sens et qui aussi permet de repenser les subjectivités dans la crise écologique. Dans le néolibéralisme, le travail a un coût. Dans la transition écologique, le travail est une ressource. On a besoin de toutes les énergies. C'est un discours de la mobilisation générale. Donc ça, c'est un premier élément qui est extrêmement important. Un deuxième élément qui me semble un peu plus compliqué à travailler avec notamment les organisations syndicales, c'est la question des nouveaux emplois dans la transition écologique. Parce qu'une partie de ces nouveaux emplois vont être des emplois en partie dans l'industrie, je vais y revenir dans un instant, mais de manière différente que par le passé. Hein, ça ne va pas être nécessairement de la grande industrie, des grandes concentrations ouvrières, au contraire, ça va être du travail matériel sur des objets, mais dispersés dans l'espace, autour de la réparation, autour de la maintenance. Bon. Et ça, c'est quelque chose qui fragilise, hein, les subjectivités des travailleurs. Donc il faut quelque chose qui vienne contrecarrer, hein, cette dimension de dispersion. Et à mon avis, il faut travailler autour de l'idée, hein, d'une convention collective des métiers de la transition écologique qui soit dotée de garanties sociales très fortes. Donc là, il y a quelque chose, il y a un levier pour donner des garanties, hein, au monde du travail dans cette transition écologique, et puis aussi de mettre en place un dispositif de formation, de montée en compétences pour ces nouveaux métiers. Donc ça, c'est le deuxième volet, le volet social qui me semble indispensable. Mobilisation générale et des garanties sociales qui aident à cette mobilisation. Le troisième point, c'est la question du financement. Hein. Ce sur quoi mettent l'accent les personnes qui travaillent là-dessus aux États-Unis, c'est l'idée qu'il n'y a pas de contrainte budgétaire pour l'État tant qu'il n'y a pas d'inflation. En gros, tant que tout le monde n'a pas un emploi et que les ressources ne sont pas arrivées à leur limite, eh bien, on peut dépenser sans compter parce qu'il y a des richesses qui restent inertes. Et ce point-là, il est extrêmement important. C'est complètement l'opposé, hein, de ce qui est développé dans le néolibéralisme sur l'idée qu'il faut avoir des finances publiques responsables et que les marchés financiers vont être ceux qui vont vérifier que ces finances publiques sont soutenables. Donc là, il y a une révolution conceptuelle qui fait que le Green New Deal est aussi très dangereux pour le néolibéralisme, hein, parce que ça correspond à une vision de ce qu'est le monde de la finance complètement différente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette idée qu'il n'y a pas de limite au-delà des limites réelles, c'est-à-dire en termes d'emploi et de ressources à la dépense publique? Ça signifie que dès lors qu'un État a accès à sa monnaie, il peut faire financer ses investissements autant qu'il le souhaite, hein, et notamment jusqu'à arriver à ce plein d'emploi.
En Europe, ça pose la question du rapport à la Banque Centrale Européenne, évidemment, qui est très compliqué. Mais c'est quelque chose qui me semble, sur lequel il faut absolument travailler. On ne peut pas penser sérieusement cette question. Par exemple, Pascal Canfin dit, on doit avoir une réflexion sur la soutenabilité. Il y a deux soutenabilités, il y a la soutenabilité environnementale et la soutenabilité financière. Non, ça ne va pas. Hein. Évidemment que la soutenabilité financière, elle est subordonnée à la soutenabilité environnementale. Et en fait, la soutenabilité financière, elle ne se pose pas bien dès lors que c'est les marchés financiers qui en sont juges. Il s'agit de renverser la hiérarchie, voir comment des instruments financiers, principalement dirigés par la puissance publique, peuvent être mis au service de ce projet de transition. Donc voilà pour le troisième aspect. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des mécanismes. Si, en gros, ce que vous dites, c'est qu'on peut faire de l'inflation, c'est-à-dire la fameuse image de la planche à billets et de financer des emplois, mais on doit aussi, on a des mécanismes qui doivent exister pour se protéger des marchés, etc. C'est pas juste. Ce que je veux dire, c'est que ça s'inscrit dans une politique économique globale qui n'est pas juste la politique économique pour la transition. Oui. Comment ça se. Oui, c'est-à-dire c'est les conditions de possibilité. Pourquoi c'est important d'insister là-dessus? C'est pour dire qu'il n'y a pas un mur budgétaire aujourd'hui qui interdit d'engager la transition écologique, comme on peut l'entendre, comme Pascal Canfin le laisse entendre. Il y a cette limite budgétaire. En fait, c'est pas le cas. Je vais vous donner un exemple très concret que vous connaissez sans doute. La Banque Centrale Européenne aujourd'hui investit massivement sur les marchés financiers pour soutenir la stabilité financière. C'est de l'ordre de 30 milliards d'euros chaque mois. C'était 80 milliards au plus fort du quantitative easing. C'est un effort qui est absolument considérable. Il faut marcher la planche à billets. Voilà, donc c'est une forme de création monétaire qui est destinée à la stabilité financière. Ouais. Eh bien, on peut tout à fait développer cette création monétaire en finançant des investissements réels en direction, ou des emplois en direction de la transition écologique. Hein, donc voilà, ça c'est simplement pour insister sur l'idée qu'il n'y aura pas de Green New Deal s'il n'y a pas de remise en cause de la souveraineté, de la sanction financière sur la viabilité des politiques publiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire contrôle des capitaux, hein, et ça veut dire remobilisation d'un système de crédit public autour d'une banque publique d'investissement. Il en existe déjà, mais il s'agit de leur donner un nouveau statut, davantage d'ampleur. Donc ça, c'est donc pour ma deuxième grande partie, les différents composants du Green New Deal. Je voudrais juste conclure, et je vais être très rapide, sur la question de la politique industrielle, parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose à inventer là. L'industrie, on associe ça à des grandes unités et à la production. Je pense que ce qu'il s'agit d'inventer au XXIe siècle, c'est une industrie qui soit une industrie du soin des objets, du soin du matériel. Hein, donc Razmig a évoqué tout à l'heure la question de l'obsolescence programmée. Il s'agit non seulement de penser des objets durables, mais aussi de penser l'entretien, le soin apporté aux objets dans la longue durée. Alors ça signifie plusieurs choses. Ça signifie qu'il va falloir avoir de nouvelles filières, que les filières industrielles ne sont plus seulement des filières de production, mais vous en avez discuté récemment autour de la question de l'économie circulaire. Hein. C'est l'idée non seulement l'ensemble du cycle de vie des objets, mais c'est aussi leur allongement de leur durée d'usage. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important. La deuxième chose, c'est la relocalisation. C'est que si on veut rendre les objets durables, il faut les inscrire dans un écosystème qui est capable de les soutenir. Et donc là, il y a une logique de relocalisation qui est importante. Et la troisième chose, c'est les conditions internationales de possibilité d'un tel projet. Parce qu'on sait aujourd'hui que l'industrie est extrêmement fragmentée à l'échelle internationale, avec des complémentarités très fortes. Et donc ça, c'est une donnée qu'il faut évidemment prendre en compte, regarder au cas par cas en fonction des objets, mais c'est aussi un horizon qui, sans doute, va être dépassé. Le pic de cette fragmentation internationale des processus productifs a été atteint. Elle ne progresse plus depuis maintenant presque une dizaine d'années. Mais se pose quand même une question, si on va vers davantage de relocalisation, c'est comment mettre en place un échange qui soit solidaire vis-à-vis des pays du Sud. Puisque fermer les marchés, c'est quelque chose qui, à juste titre, va être perçu pour des travailleurs dans différents secteurs comme un acte hostile. Et donc là, je pense qu'il faut engager une réflexion importante. Et à mon avis, la clé de la réflexion, c'est effectivement favoriser cette relocalisation pour des raisons extrêmement légitimes de soutenabilité écologique et sociale, mais en même temps, donner accès aux pays du Sud aux connaissances liées à ces nouvelles productions industrielles. Donc en gros, c'est revenir brutalement en arrière sur les mesures de fermeture de la propriété intellectuelle qui ont été développées au cours de ces dernières décennies. Donc il y a un échange, si vous voulez, protectionnisme solidaire et écologique contre libéralisation de la connaissance et accès aux connaissances industrielles. Donc là, il y a quelque chose qui peut être pensé sur le plan international vis-à-vis des pays en développement. Moi, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà beaucoup de choses. Est-ce que je peux faire deux remarques en plus, vous voulez, juste deux remarques incitantes pour compléter ce que dit Cédric ou pour prolonger sa réflexion. D'abord, dans les débats qui entourent le Green New Deal aux quatre coins du monde, c'est essentiellement la question de l'atténuation du changement climatique qui est centrale.
Donc tout ce dont on a parlé jusqu'à présent et tout ce dont on parle Ocasio-Cortez ou d'autres personnes, c'est la manière de faire évoluer l'appareil productif en général pour mettre en place des mesures d'atténuation du changement climatique. À supposer même que tout ça soit mis en place dès demain matin et que les mesures qui s'imposent soient prises, comme on le sait, le changement climatique il est déjà là. Autrement dit, ces effets se font ressentir notamment sur les classes populaires dès à présent. C'est quelque chose qui sera déjà là, même si les mesures sont prises. Et par conséquent, il est, à mon avis, extrêmement important de compléter le volet atténuation du Green New Deal par un volet qui serait pour le coup une spécificité d'une autre, parce que c'est relativement peu présent dans les débats aux quatre coins du monde, comme je l'ai dit, un volet qui porte sur l'adaptation au changement climatique. Qu'est-ce que c'est une adaptation juste ? Peut-être qu'adaptation n'est d'ailleurs pas le terme le plus adéquat, mais enfin parlons de ça parce que tout le monde utilise ce terme. Qu'est-ce que c'est une transition juste de l'appareil productif d'une part, c'est ce dont on parle, mais qu'est-ce que c'est aussi une adaptation juste qui fasse toute sa place au constat qu'on a déjà fait, qui est le constat selon lequel il existe des inégalités environnementales. En d'autres termes, le fait que tout le monde n'est pas égal devant les catastrophes naturelles, devant les pollutions, devant l'effondrement de la biodiversité. Et donc il faut véritablement inclure un volet sur l'adaptation dans nos réflexions sur le Green New Deal. Ça c'est absolument crucial et bon, là je pense que beaucoup de choses sont à inventer parce qu'encore une fois il y a relativement peu de choses, me semble-t-il, dans les Green New Deal différents proposés ailleurs. Deuxièmement, Cédric l'a dit, et bon, beaucoup de gens le disent, la question de la planification va être centrale dans le Green New Deal, et donc ça suppose que d'une certaine manière, l'État doit se mettre aux commandes. Et je voudrais quand même rappeler, vous le savez, mais ce sera important à rappeler dans les débats, qu'il y a en France une grande tradition de la planification par l'État. C'est une forme de planification qui est spécifiquement française, qui est ce qu'on appelle la planification indicative ou la planification concertée. Je pense que quand on fera cette proposition de Green New Deal, il faudra aller puiser dans plusieurs imaginaires, notamment nationaux mais aussi internationaux, et dans ces imaginaires, il y a tout l'effort qui a été fait après la Seconde Guerre mondiale de reconstruction de l'économie, évidemment qu'il y a toutes sortes de problèmes, on peut discuter de ses limites, on peut discuter de son caractère productiviste à l'époque, bien entendu, mais l'idée qu'on va planifier de manière non autoritaire, pas forcément centralisée, mais avec un certain degré de centralisation, est quand même pas quelque chose qui est étranger à l'histoire de ce pays. Et donc je pense qu'il est très important notamment quand on se mettra en discussion avec certains secteurs de l'État, de rappeler cette tradition et de dire que d'une certaine manière, le Green New Deal s'inscrit aussi, selon des modalités, des nuances et des variantes, dans cette grande histoire de l'État planificateur. Une planification à la fois écologique et une planification démocratique. Il n'est pas question, évidemment, de planifier de manière bureaucratique et autoritaire dans le contexte du Green New Deal. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une première question. J'ai une première question sur, vous avez dit à l'instant, donc il y aura besoin de nouveaux calculs, de nouveaux indicateurs. Et tout à l'heure, ça c'était une des choses dont on parlait avec Éloi Laurent, dont j'ai oublié de parler aussi. On disait donc la question de la pollution qu'on exporte, qu'il fallait recalculer les émissions, non pas par rapport à la production sur un territoire donné, mais par rapport à la consommation. Ce qui permettrait de réintroduire ça et avec cette idée de relocaliser derrière. Quels seraient du coup selon vous les nouveaux calculs dont on aurait besoin? Qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes, tout à l'heure on disait qu'on avait une grande tradition de planification, mais on est quand même en train de perdre petit à petit une expertise publique qui est précieuse. Nous, à la France Insoumise, on a souvent porté la règle verte, donc l'idée qu'on mettrait dans la Constitution, alors on le disait de manière un peu abstraite, et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez sur un point précis. On disait, c'est pas tellement abstrait en fait, ne pas prendre plus à la terre que ce qu'elle peut reconstituer, ni produire plus de déchets que ce qu'elle peut absorber. Ça veut dire qu'il y a des scientifiques qui doivent travailler très précisément sur quels sont les seuils à tel endroit pour interdire telle ou telle chose, ce qui permet de limiter aussi la question de la propriété et de la liberté d'entreprendre, etc. Est-ce que la règle verte, ça ne serait pas concrètement, c'est une question que je vous pose aussi, est-ce qu'une des manières de mettre des règles, notamment aux entreprises, ça ne serait pas de mettre les limites planétaires qui, elles, ont été définies par des scientifiques, et vous savez que la France en dépasse 6 sur les 9 qui ont été définies, dans la Constitution, et qui permettrait de faire une inversion de la hiérarchie des normes qui existe actuellement. Oui, moi je pense que l'objectif est non seulement louable, mais il est nécessaire, c'est bien vers ça qu'il faut aller. La question, c'est qu'en l'état actuel des choses, personne n'est capable de dire qu'est-ce qu'il faut faire précisément, à quel endroit précisément il faut diminuer telle activité, préférer celle-ci à telle autre, etc. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas une mesure précise, secteur par secteur, entreprise par entreprise, produit par produit, de l'impact environnemental dans les différentes dimensions.
C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur l'idée qu'il faut un nouvel appareil statistique. Il faut que l'INSEE ait une branche dédiée à la comptabilité écologique dans ses différentes dimensions. Hein, pas seulement la question de l'énergie, des émissions de gaz à effet de serre, mais y compris l'empreinte par exemple, il y a quelque chose qu'on calcule très mal, hein, c'est l'importance des routes et de l'entretien des routes. Ben, les routes, quand on fait une route, non seulement il y a le coût écologique de la route, mais il y a le coût dans le temps long de l'entretien de celle-ci, qui est un coût tout à fait significatif en termes d'extrait de gravier, de choses comme ça. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, mais tout ça n'est pas du tout mesuré de façon systématique. Et si on regarde les trajectoires qui sont dessinées avec l'ensemble du bâti qu'on a, par exemple, il y a tout un extractivisme qui est d'ores et déjà inscrit dans les infrastructures que l'on a, qui va peser sur les décennies à venir. Bon, et ça, c'est un exemple sur les infrastructures, mais c'est valable pour l'ensemble des produits. Donc il faut avoir des moyens de connaître ça. Et pour l'instant, personne n'est capable de le savoir parce qu'il n'y a pas un outil statistique adéquat. Et tant qu'on n'aura pas ça, on sera bien en peine d'être capable de définir précisément quels sont comment on va faire pour respecter la règle verte. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire pour l'instant. Il y a des choses, on sait qu'elles sont nocives, on peut mettre des réglementations, mais on n'aura pas cette vision-là tant qu'on n'aura pas un appareil statistique qui sera un peu avancé. Alors bon, je pense que c'est quelque chose d'indispensable. C'est indispensable. C'est pas l'ensemble de la solution. Hein, c'est-à-dire qu'il faut aussi questionner les besoins. Mais tant qu'il n'y a pas ces choses-là, on ne pourra pas atteindre les objectifs d'une règle verte. D'autre part, je pense que c'est aussi indispensable pour avoir un débat démocratique. Comment on fait pour décider quels besoins sont légitimes ou pas si on n'arrive pas à savoir précisément du point de vue écologique quelles sont leurs connaissances, leurs conséquences. Donc rendre visible l'impact écologique des différentes pratiques de consommation ou des différents types de construction, c'est quelque chose qui est un préalable au débat démocratique. Est-ce que vous dites qu'on a peu de statistiques précises, etc., sur les secteurs, mais on a quand même des chiffres du GIEC, etc., c'est-à-dire qu'on ne manque pas de mesures tout de même, c'est ce qui a participé à la prise de conscience. Parce que du coup, j'ai l'impression que vous dites un peu, faut tout faire là. Alors, il y a un travail statistique très précis à faire, et du coup, ça va devoir de la formation, ça va devoir de la recherche, ça va faire de l'activité, des emplois, tant mieux. Mais on n'est pas complètement démunis en termes de. D'ailleurs, c'est pour les politiques publiques là qu'on va. Voilà, c'est sur les politiques publiques très précises, dans la mise en œuvre concrète, mais les chiffres les chiffres au niveau macro, il y a des évaluations qui sont faites, qui sont tout à fait fiables et avec des intervalles d'erreur qui sont évalués. Je ne mets pas du tout en cause ce travail, évidemment, heureusement que c'est là, c'est très important. Mais ce n'est pas la même chose d'avoir ce point de vue macro et éventuellement désagrégé secteur par secteur que d'avoir une comptabilité dont peuvent se saisir les acteurs lorsqu'ils prennent leurs décisions et sur laquelle peuvent jouer les politiques publiques. C'est là que ces dimensions-là. Comme je dis un mot là-dessus. En fait, en plus de l'appareil statistique, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Cédric, je pense qu'il y a une autre disposition qui répond au même problème, qui est le problème de savoir comment on transforme la connaissance en politique publique, ou comment on fait interagir connaissance et politique publique. C'est un thème dont vous allez probablement parler en janvier, si j'ai bien compris, c'est l'Assemblée du futur de Dominique Bourg. En fait, l'Assemblée du futur de Dominique Bourg, c'est à mon avis un point de départ dans la discussion sur la politisation du Green New Deal qui est incontournable. Ce n'est pas le seul, mais c'est vraiment une proposition extrêmement intéressante. L'argument de Bourg, je le résume très rapidement et je dis en quoi c'est lié au même problème que vient d'évoquer Cédric. L'argument de Dominique Bourg, c'est de dire que les démocraties représentatives sont myopes. Elles ne voient pas le long terme. Donc du fait du mandat électif qui dure 4 à 6 ans, le fait de prendre en considération une problématique de long terme comme le changement climatique est quelque chose dont nos représentants sont peu capables, du fait de contraintes de court terme. Et donc ce qu'il dit, c'est qu'il faut compléter le dispositif institutionnel de la démocratie représentative avec une troisième assemblée, qui est ce qu'il appelle l'Assemblée du futur, qui va traiter spécifiquement du long terme. Donc il y aura l'Assemblée nationale, le Sénat, discussion sur le Sénat probablement pas, et l'Assemblée du futur qui va donc être... L'élément intéressant, c'est que pour lui, l'Assemblée du futur, c'est pas seulement une assemblée élective, c'est une assemblée dans laquelle il y a d'abord des scientifiques, donc GIEC et tout ce type-là, pas forcément des gens du GIEC en tant que tel, mais des gens qui travaillent dans la même perspective que le GIEC. D'autre part, c'est des gens qui sont des représentants de la société civile, et troisièmement, des élus. Donc c'est pas une assemblée élective en tant que telle. Et en fait, son argument, enfin une manière de formuler son argument, c'est que l'Assemblée du futur doit être en capacité, d'une certaine manière, d'actualiser et d'adapter à chaque secteur de l'économie la règle verte.
de faire en sorte que les connaissances soient transformées en politique publique, compte tenu de chacun des secteurs qui sera examiné par cette Assemblée du futur. Et juste, c'est pas déjà un peu le rôle ou l'idée du rôle du CESE, du Conseil économique et social, parce qu'il y a des scientifiques, il y a des membres de la société civile, entre guillemets, il n'y a pas d'élus en tant que tel. En fait, une des formulations qu'il en donne, lui, c'est que c'est une sorte de... C'est une montée en puissance, en effet, du Conseil économique et social et environnemental. En lui donnant beaucoup plus en lui donnant de du pouvoir, en lui donnant ce qu'il appelle un pouvoir d'alerte écologique. Donc, voilà. quand il y a des lois qui viennent du Conseil national et qui sont néfastes pour l'environnement, l'Assemblée du futur a le droit de les bloquer. Il y a un travail aussi sur toute une série de normes constitutionnelles, voilà. Dont Règle verte, donc, qui reprend explicitement. Donc, on aura la discussion sur le dispositif politique de tout ça plus tard, mais c'était juste pour dire que ça répond aussi au problème qui est évoqué par Cédric, qui est de savoir comment on connaît la situation et comment cette situation elle est transformée et adaptée à chaque secteur de l'économie pour faire en sorte que les choses soient concrètes et que les acteurs, privés ou publics, puissent se saisir de réglementations pour les appliquer dans leur activité quotidienne. Donc ça va aussi dans le même sens, je pense. Moi j'avais une question du coup sur... parce que c'est à la rigueur tant mieux, même si on a du coup du mal à faire la différence, le fait que beaucoup parlent aujourd'hui de Green Deal, Green New Deal. Il y a récemment la nouvelle Commission européenne a lancé ses travaux sur ce qu'ils appellent un Green Deal, qui est différent du Green New Deal. Par rapport à ce que disait Cédric Durand sur le fait que le néolibéralisme, l'écologie de marché, est incapable de répondre en gros à la crise écologique, et pourtant c'est dans cette direction-là que semble aller la Commission, et donc là aussi beaucoup des États, des gouvernements. Je voudrais bien approfondir un peu sur cet aspect-là, sur une analyse de... Alors les travaux commencent, mais ils ont déjà quand même annoncé quelques pistes à ce niveau. Et une question, moi, sur laquelle j'aimerais bien revenir, c'était sur les besoins artificiels. Voilà, comment se construit et peut se déconstruire l'imaginaire consumériste, et notamment autour de la question de la publicité. Mais du coup, peut-être, enfin, si les compléter aussi sur la question du Green Deal et de ce qui est fondamentalement contradictoire en fait dans cette logique de l'écologie de marché, que défendent aussi certains écologistes, véritablement écologistes, mais oui, donc, pourquoi c'est une impasse? Oui, donc le cœur, l'argument très général, puisqu'effectivement pour l'instant on n'est pas encore allé dans le détail de ce projet, mais la philosophie générale et le problème qu'elle pose, c'est l'idée que les signaux prix peuvent être suffisants pour engager la transition écologique. Et ça les signaux prix. Sur le prix. Les signaux prix. C'est-à-dire, le premier principe qui est mis en avant par von der Leyen dans le premier courrier qu'elle a adressé où elle évoquait le Green New Deal, c'est l'idée qu'il allait falloir renforcer le fonctionnement des marchés carbone, leur donner davantage de poids. Donc c'est vraiment l'insistance sur les mécanismes de marché. Alors les mécanismes de marché, ça a des effets. Hein. Bien évidemment, la taxation a des effets, donc c'est quelque chose qui peut produire des effets. Il ne s'agit pas de nier ça. Il s'agit d'insister sur le fait que c'est trop tard. Ça va prendre du temps. Il y a énormément d'interdépendance entre les différents secteurs. Le signal prix est quelque chose qui n'est pas adéquat pour penser ces interdépendances et permettre un réajustement. C'est beaucoup plus efficace de mettre les gens autour de la table, de fixer un objectif impératif en termes de réduction, en l'occurrence des émissions de gaz à effet de serre, et d'avoir une discussion, une organisation de celle-ci. Donc le cœur de l'argument, c'est celui-ci. Est-ce qu'on peut passer par les signaux prix, ou est-ce qu'on peut avoir une démarche de planification qui serait plus efficace? Et j'insiste sur le fait aujourd'hui, c'est quelque chose qui est largement reconnu. Par exemple, Martin Wolf, qui est l'éditorialiste du Financial Times, disait c'est trop tard pour les signaux prix pour nous aider dans la transition écologique. On a passé un cap. Peut-être que cette discussion, elle se posait dans des termes différents un peu plus tôt, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors aussi, une des raisons pour lesquelles ça pose problème, c'est que le signal prix, finalement, ne permet pas d'avoir une discussion sur ce que j'évoquais à l'instant, la question des interdépendances, de l'articulation entre les différents secteurs. Comment les changements de comportement des différents agents sont reliés les uns aux autres. Et là, tout de suite, il ne s'agit pas pour chacun de s'adapter dans son coin, il s'agit bien d'avoir une mutation d'un type structurel. Si on prend l'exemple des transports, il y a énormément de choses qui sont en jeu. À la fois le type de transport, la façon dont les individus se déplacent, le type d'infrastructure qui est adéquate, le type d'industrie qui est adéquate. Si on fonctionne uniquement par prix, chacun raisonne localement en fonction du prix du carbone, mais on n'a pas cette vision autour de la fonction transport, par exemple.
Donc c'est ça, à mon avis, le cœur de la limite générale. Ensuite, il va falloir rentrer dans le détail des propositions. Alors sur les besoins artificiels et la question de l'imaginaire. L'imaginaire, c'est une question qui est difficile à manier parce que là, on sait tous ce que c'est que l'imaginaire et en même temps, c'est très difficile d'agir directement sur l'imaginaire. Donc ma réponse, elle sera la suivante, c'est que pour agir sur l'imaginaire, il faut mettre en place des dispositifs qui influent sur la vie quotidienne des gens. Et c'est des dispositifs qui seront incitatifs pour que les imaginaires changent. Donc il faut pas agir directement sur les imaginaires, même si ça peut être évidemment une solution aussi, mais il faut imaginer les conditions de mise en place de dispositifs qui, à la longue, dans les pratiques quotidiennes des individus, vont... Alors, l'exemple de la garantie, j'ai évoqué. La garantie, c'est une disposition légale, mais qui va avoir une influence à moyen terme, il faut espérer à court terme, à moyen terme, sur les pratiques des gens dans leur rapport à la marchandise, qui vont rendre les marchandises plus durables, qui vont ouvrir tout un champ pour un secteur de la réparation qui aujourd'hui est trop petit et qu'il faudra développer. Et c'est par ce biais-là, donc par une mesure légale au départ, que les imaginaires vont progressivement changer. Et ça a l'air de rien en fait, on se dit c'est juste une question. En fait, ça a l'air de rien. Il y a plein de mesures qui sont des mesures presque micro et qui n'ont pas d'importance. Quand on explique aux gens la garantie, tout le monde sait ce que c'est. En fait, quand on explique aux gens les effets que pourrait avoir une extension à 10 ans de la garantie sur le système, c'est vertigineux. On bascule dans un autre monde d'une certaine manière. J'exagère un peu. Mais... Parce que ça oblige les producteurs à avoir des... Rétroactivement, ça les oblige à mettre en place des matériaux de qualité et par conséquent à sortir de la civilisation du jetable. En fait, c'est tout simplement ça. La civilisation du jetable, si on étend la garantie à 10 ans, elle est plus tenable du point de vue économique. Enfin, autre exemple évoqué par Cédric, c'est le prix d'usage. Donc, le prix d'une voiture quand vous l'achetez, c'est le prix de la voiture, de ses composants, etc. Mais ça ne vous dit pas tout ce que la voiture va vous coûter pendant la durée de sa vie. En termes d'essence, en termes de réparation, en termes d'assurance, évidemment, pour les voitures, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, l'effort de mettre en place un prix d'usage et de le rendre obligatoire, aujourd'hui, ça existe dans la loi Hamon 2016, mais ce n'est pas obligatoire. C'est de faire en sorte que le consommateur, au moment où il achète sa marchandise, il se rende compte de ce qu'il achète en termes de coût, non seulement au moment où il achète, mais sur toute la durée du cycle de vie. Donc il y aurait 2 étiquettes, quoi. Prix de vente et exactement. Prix d'usage. Et ça, c'est un truc très concrètement dans l'aliment. Exactement, il faudrait même. Et donc en fait, la transition du prix au prix d'usage, c'est la transition de la valeur d'échange à la valeur d'usage, d'une certaine manière. Et le genre d'argumentation que vous avez eu avec Éloi Laurent tout à l'heure, j'imagine, allait dans ce sens-là. Et enfin, encore une fois, c'est pas ça qui va nous faire basculer dans quelque chose de complètement différent, mais c'est une mesure qui, combinée avec d'autres, progressivement, nous feront transitionner vers un après-capitalisme, à mon avis. Le prix d'usage, c'est absolument crucial. Et encore une fois, ça a à voir avec l'imaginaire. Parce que quand le consommateur il est face non seulement au prix, mais au prix d'usage, et que ces deux prix sont mis en équivalence et bien affichés, ou quand, encore plus, le prix d'usage devient hégémonique par rapport au prix tout court, l'imaginaire, il se met à travailler, quoi. Donc, en fait, je dirais que l'action sur les imaginaires est fondamentalement une action qui consiste à trouver des dispositifs de ce type qui ont l'air tout simples, qui agissent sur la vie quotidienne des gens et qui, par les routines des individus, vont produire des imaginaires différents. Il ne faut pas oublier que le capitalisme produit son imaginaire, le néolibéralisme produit son imaginaire, c'est pas naturel tout ça. Tout ça, ça a été construit historiquement. Ce qui a été construit historiquement peut parfaitement être déconstruit et être remplacé par autre chose. Simplement, il faut imaginer les dispositifs légaux et les pratiques quotidiennes qui vont aller avec cette évolution de l'imaginaire. Voilà, donc on pourrait presque faire la liste dans le projet Green New Deal de 10 mesures de ce type, garantie, prix d'usage, limitation de la publicité, on pourrait y revenir, qui permettraient de manière combinée de changer la vie quotidienne des gens. Il y a un marxiste des années 40-50 qui a vécu jusqu'aux années 90, si je me souviens bien, qui s'appelle Henri Lefebvre, et qui parlait d'une critique de la vie quotidienne. Je pense que c'est vraiment ça notre objectif, c'est de mettre en place une critique de la vie quotidienne basée sur des dispositifs concrets, quoi. Pas seulement de la théorie, bien sûr, même si ça compte, des choses concrètes et collectivement évaluables. Et du coup, je trouve que ce qui est intéressant aussi, si on continue la question sur l'imaginaire, c'est justement ce que ça projette le Green New Deal, ou quelle que soit la manière dont on l'appelle. Et donc on a dit, injustice sociale et injustice environnementale qui se nourrissent l'un l'autre, avec le but, c'est la justice sociale. Donc c'est comme ça qu'on protège ceux qui sont d'abord et avant tout touchés aujourd'hui par les injustices environnementales, c'est-à-dire les plus pauvres. Je trouvais ça hyper intéressant, la convention collective de la transition écologique. Je ne sais pas si tu l'as pensé plus et si c'est des éléments à apporter en plus avec le retour le travail comme ressource et pas comme coût. Et du coup, moi, je me posais des questions aussi parce que je trouve ça très important ce qui a été dit sur atténuation, adaptation.
Parce que si on pense ça, du coup, comment est-ce qu'on protège justement les personnes qui vont être le plus touchées alors, en assurant que chacun ait un revenu digne, le partage des richesses, en s'assurant que, voilà, que des pratiques sont interdites. Mais de toute façon, il y a quand même des personnes, et en premier lieu les personnes les plus pauvres, qui vont subir ces effets-là. Et qu'est-ce que ça pourrait être justement les effets de protection sur ces populations et comment collectivement on pense ça. Je trouve ça. Je ne sais pas si tu as des éléments là aussi en plus à nous donner. Alors, la question de l'adaptation au changement climatique et qu'est-ce qu'une adaptation juste, c'est une question qui doit concerner en fait tous les secteurs de la vie sociale. Il y a par exemple tout un enjeu que moi je ne connais pas du tout, mais qui pourrait être intégré sur c'est quoi un dispositif de sécurité civile d'aide en cas de catastrophe qui soit plus juste, qui ait davantage de moyens que celui qu'on a aujourd'hui. La sécurité civile aujourd'hui, et à l'avenir encore plus du fait de la multiplication des catastrophes naturelles, il est certain qu'elle va nécessiter des moyens plus importants en ressources humaines et en ressources financières. Et alors, ça c'est à discuter, mais peut-être qu'un volet de ce type pourrait être inclus à la partie adaptation du Green New Deal. Je sais pas. Politiquement, il faut voir. À mon avis, c'est un enjeu absolument central. Il y a un autre enjeu sur lequel moi je travaille personnellement dans mes recherches, et là aussi il faut voir si on l'inclut ou pas, c'est la question de l'assurance des catastrophes naturelles. Il y a en France un régime d'assurance qui a été mis en place tout au début du premier septennat Mitterrand, qui est ce qu'on appelle le régime CatNat, le régime catastrophe naturelle, qui est un régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, qui est en gros une sorte de partenariat public-privé. Et c'est un système qui est en voie d'être réformé, mais on ne sait pas exactement dans quel sens. Il y a eu des annonces faites par le gouvernement Macron au moment où il est arrivé en 2017. C'est un sujet qu'il faudra suivre. En tout cas, je ne vais pas développer là, on pourra y revenir si vous le voulez. Il est absolument essentiel que les systèmes de dédommagement et d'assurance des catastrophes naturelles, dans le contexte d'un nombre de catastrophes naturelles de plus en plus important, de plus en plus sévères, de plus en plus destructeurs, en vie humaine et aussi en bâtiment, en biens matériels, etc., il est essentiel que ces systèmes assurantiels soient le plus justes possible, notamment parce que ça a un effet sur l'état d'esprit des populations vis-à-vis de l'objectif de transition écologique. Si les gens ont l'impression que à chaque fois qu'une catastrophe naturelle survient, que quand ce sont des riches qui sont affectés, ils sont secourus, ils sont dédommagés, et que quand les classes populaires sont affectées, les assureurs traînent, les sécurités civiles n'ont pas les moyens, etc., ça sera désastreux du point de vue politique et du point de vue de notre capacité à entraîner les gens, la grande majorité des citoyens, dans ces objectifs de transition écologique. Donc le système dont il est question, c'est celui qui fait que quand il y a un état de catastrophe naturelle qui est décrété, donc il faut que le gouvernement le décrète, ensuite les gens peuvent aller voir leur assureur et être remboursés. Exactement. En fait, ça commence par une déclaration qui est faite à la mairie fait remonter au préfet, le préfet fait remonter au ministère de l'Intérieur, et il y a une commission interministérielle qui se réunit soit de manière mensuelle, soit ad hoc quand il y a une catastrophe imminente qui vient d'arriver, et qui statue sur des arrêtés de catastrophes naturelles. Si ces arrêtés sont promulgués, ça veut dire que le régime est enclenché et que c'est une sorte de partenariat public-privé, mais en fait sur les ressources de l'État et des assureurs, que le dédommagement va s'effectuer. Mais ça ne veut pas dire que chaque assuré va être pour autant remboursé et remboursé à la hauteur qu'il espérait. Ça dépend de toutes sortes d'autres paramètres, et notamment des mesures de prévention qui ont été prises par les individus. Le problème, c'est qu'évidemment, on est inégaux face aux mesures de prévention. Vous comprenez bien que si vous avez de l'argent à mettre dans la prévention, aucun problème. Si par contre, vous galérez déjà à joindre les deux bouts, que vous êtes issu des classes populaires, que vous avez tout juste réussi à acheter votre pavillon, évidemment, les mesures de prévention, c'est vous qui les payez. Et donc, des mesures d'égalité pour renforcer ce système et faire en sorte que les gens aient l'impression d'être pris en considération et que ce soit vraiment une sorte de promotion de l'égalité face aux catastrophes naturelles qui soient faites dans ce système, ça, à mon avis, ça rentre pleinement dans le Green New Deal. Parce que c'est les conditions d'une adaptation au changement climatique, inévitable encore une fois. Cette adaptation, elle sera inévitable, même si on prend les mesures de notre temps. Une adaptation juste. Ça, on pourra en reparler dans le détail. J'ai des kilomètres de données à vous donner. Parce qu'en plus, sur les assurances, là, ça va venir bientôt, en fait. Il y a eu un rapport sénatorial. Et puis, il y a à l'Assemblée nationale une commission ou sous-commission, je ne sais pas comment elle s'appelle, assurance, où j'ai vérifié, il n'y a pas de membre de la France insoumise. Hélas, mais vous êtes peu nombreux, je sais. Et donc, il est important d'y mettre son nez parce que c'est des enjeux essentiels pour la transition. Et juste convention collective Oui, l'idée c'est que la politique industrielle de transition écologique, c'est pas seulement une politique industrielle en termes d'investissement, en termes de fiscalité, en termes de règles du commerce. C'est que c'est aussi la façon dont le travail va s'investir dans cette question de transition écologique. Et comment le travail s'investit à un niveau un peu agrégé
dans ces questions-là, c'est la construction d'un secteur. Un secteur, c'est quoi? Un secteur, c'est des compétences, c'est des formations et c'est des droits sociaux. Et aujourd'hui, ça n'existe pas, ce secteur de la transition écologique. Alors ça va devenir de plus en plus important. Et il est essentiel de le construire pour défendre les travailleurs qui vont être amenés à s'investir dedans, mais c'est aussi pour que des carrières puissent imaginer, que les gens puissent, on parlait d'imaginaire tout à l'heure, c'est construire un secteur, c'est aussi construire des carrières, construire la façon dont on va s'insérer dans la vie professionnelle. Et donc, la question des conventions collectives, c'est non seulement celle de la protection des travailleurs, mais c'est aussi celle de la mobilisation du travail au service de ces métiers-là dont on va avoir de plus en plus besoin. Il y a l'idée aussi que c'est à la fois spécifique à un secteur, mais transversal, c'est-à-dire qu'il faut adapter aussi tous les emplois, en fait, à la nouvelle économie, et y compris la formation. Oui, alors tu as absolument raison, hein, il y a quelque chose de transversal dans la transition écologique, et donc ça c'est absolument juste partout dans les secteurs, il faudra prendre ça en compte. Mais néanmoins, il va y avoir des choses spécifiques qui vont émerger, des nouveaux métiers. On parlait tout à l'heure de tout ce qui avait été en lien avec la réparation. On sait par exemple que dans le bâtiment, un des enjeux importants, c'est la question d'isolation. Donc là, c'est beaucoup de boulot en très peu de temps qu'il faudrait mettre en place. Eh bien, il s'agit de donner des garanties à ces métiers spécifiques qui émergent avec cette urgence écologique. Il faut qu'il y ait un statut social des travailleurs de l'urgence écologique, pour le formuler autrement. Et on inclurait par exemple l'agriculture paysanne là-dedans? Je pense que ça, je pense que c'est des discussions à avoir. Quels sont les contours de ce secteur-là? Quels sont les contours des métiers qui bénéficieront de ce statut-là? C'est quelque chose qui doit être discuté, réfléchi, négocié avec les différents partenaires. Mais ce qui est à mon avis très important, c'est d'apporter à la fois la garantie au monde du travail que cette transition ne va pas être associée à des pertes de droits, et aussi en positif, quelque chose qui soit mobilisateur pour qu'on ait envie de faire carrière dans ces métiers-là. Et alors, tu voulais... Vas-y, après je ferai après. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous êtes suffisamment fait des discussions au niveau européen pour le savoir, mais nous, un des arguments qu'on nous oppose souvent sur le fait de prendre des initiatives au niveau national, c'est le niveau européen, en disant qu'il faut attendre les directives et il faut d'abord se mettre d'accord au niveau européen avant de le faire en France. Qu'est-ce que vous... Alors, il se trouve que dernièrement, le Parlement a voté une résolution aussi sur l'état d'urgence climatique, qui n'est pas contraignant. Il lance des travaux. Voilà. Qu'est-ce qui, de la poule ou de l'œuf, arrive avant, l'UE ou le niveau national? Est-ce que vous pensez que c'est un argument qui tient la route? Enfin, nous, on le fait quand même, mais... Non, c'est un argument qui est très fort et qui a été terrible pour la gauche. On l'a vu avec, par exemple, ce qui s'est passé en Grèce. C'est la même logique. C'est-à-dire que l'urgence sociale ou l'urgence écologique, à un moment donné, elle rentre en contradiction avec des règles, notamment les règles du fonctionnement du marché unique. Et donc, dans le cas si on a des mesures de politique industrielle très fortes sur les questions de transition écologique, ça viendrait fausser le marché et donc ça serait vulnérable à des attaques par la Direction générale de la concurrence, comme une politique d'annulation des dettes pouvait mettre en conflit le gouvernement de Tsipras avec les autorités européennes. Donc, voilà, le débat là, il est entièrement politique. C'est-à-dire que soit, comme une partie de la gauche, ce qui prime, c'est l'engagement européen. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a une forme d'attentisme vis-à-vis du fait d'obtenir des avancées au niveau européen. Et la bataille se mène principalement là. À mon avis, cette voie, elle nous a déjà fait reculer beaucoup sur la question sociale. Depuis le gouvernement socialiste dans les années 80 jusqu'à Tsipras, il y a une longue histoire des reculs sociaux au nom de l'intégration européenne. Je pense que ce serait dramatique de répéter la même chose du point de vue écologique. C'est-à-dire qu'il faut toujours, à mon sens, il faut toujours avoir une démarche internationaliste, c'est-à-dire de proposition, de coopération, d'aller vers l'avant. Il faut avoir cette idée-là, mais il ne faut pas attendre les solutions européennes. Il faut avancer dès qu'on le peut. Et d'où l'intérêt, je réfléchis aussi, d'où l'intérêt de créer une alliance, un bloc social, écologique dans le pays pour pouvoir avoir aussi la légitimité. Bien sûr, bien sûr. C'est ça qui donne le rapport de force au niveau européen. Ouais.
Alors, on pourrait imaginer une situation qui soit plus celle-ci, c'est-à-dire si les questions écologiques étaient intégrées de manière différente au niveau européen et avaient une sorte de prééminence, par exemple, par rapport à la réglementation sur la concurrence, là, je pense que le débat serait différent. Parce qu'effectivement, on aurait une forme de garantie que les batailles menées au niveau européen s'imposeraient aux différents autres champs. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est loin d'être le cas aujourd'hui. Donc, oui, juste pour suivre sur la question du bloc social et écologique, je pense qu'il y a aussi toute une dimension construction de coalition autour du Green New Deal. Moi, je crois beaucoup au rôle potentiel, disons, on verra si ça s'avère vrai, des associations de consommateurs. Je pense que par la consommation, on arrive à politiser des secteurs de la population qu'on n'arrivera pas nécessairement pour toutes sortes de raisons à atteindre par des enjeux, disons, plus syndicaux ou en posant directement la question de la production, et passer par une sorte de dialogue, y compris critique, avec ce qui existe en termes d'associations de consommateurs, c'est à mon avis une option à explorer. Les associations de consommateurs, ça a une longue histoire d'une part. D'autre part, c'est des associations qui sont présentes sur tout le territoire. L'UFC Que Choisir, c'est par exemple 150 sections locales, quoi. Donc c'est des militants, c'est aussi des experts, c'est des gens qui sont en prise avec des enjeux comme le cycle de vie de la marchandise, qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc dans la liste des gens à voir et avec qui on pourra construire peut-être des bouts de coalition ou des luttes spécifiques, ponctuelles ou plus de long terme, je crois vraiment que c'est un acteur parmi d'autres, bien sûr, qui sera important. C'est d'autant plus que, en fait, les associations de consommateurs aujourd'hui sont des associations qui sont essentiellement branchées sur les questions de consommation, mais historiquement, dans la première moitié du XXe siècle, elles étaient beaucoup plus proches qu'elles ne le sont aujourd'hui des syndicats et des enjeux de production. C'était le cas en France, c'est le cas aux États-Unis également. En fait, on constate qu'à leurs origines, dans les années 10, 20, 30, ces associations se préoccupaient beaucoup plus de choses comme les conditions de travail, comme le niveau des salaires, comme l'égalité homme-femme sur le lieu de travail, bref, d'enjeux productifs. Évidemment, elles ne consacraient pas l'essentiel de leur temps à ça, mais le lien était beaucoup plus étroit avec les syndicats. Pour toutes sortes de raisons historiques, et qui tiennent notamment à l'intervention de l'État, tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, les deux associations de producteurs, c'est-à-dire les syndicats et de consommateurs, se sont progressivement autonomisées. Okay. Donc du côté de ces associations, à mon avis, il y a un imaginaire à remobiliser qui est de se demander comment elles pourraient, non pas fusionner avec les syndicats bien entendu, mais en tout cas construire des problématiques communes, peut-être autour de la question des besoins, qui permettraient de poser conjointement les enjeux de production et de consommation. Et de se dire, en fait, le grand enjeu de la transition écologique, c'est de répondre à la question que produire pour satisfaire quel besoin? Que produire pour consommer quoi, en d'autres termes? Et ça, je pense qu'on ne coupera pas à une discussion de fond avec les associations de consommateurs. Et je pense qu'elles... Alors, je ne sais plus si dans le Green New Deal américain, les syndicats y sont, ça c'est sûr. Il y a toutes sortes d'associations de base qui sont présentes. Je ne sais plus si les associations de consommateurs y sont, mais ce n'est pas du tout exclu, en tout cas pour certaines d'entre elles. Et je pense que dans le bloc social que vous évoquez, là, il faut absolument les prendre en compte. Ok, trop intéressant. Autre question. Pour faire une bifurcation, une transition du modèle économique à ce point-là, de toute façon, il y aura besoin d'une mobilisation populaire. Ça, c'est ce dont on a commencé déjà à parler tout à l'heure. Comment vous voyez les articulations des différentes échelles? Au niveau international, on a déjà donné des éléments de réponse qui, je pense, sont assez intéressants sur le fait de donner accès à la connaissance comme un internationalisme important. Moi, je pense que le protectionnisme solidaire, c'est le nouvel internationalisme de notre siècle, de toute façon. Mais entre des échelles plus locales et nationales, sachant qu'en plus, de toute façon, le changement climatique arrivant, il va y avoir des boucles beaucoup plus petites qui vont se créer. Tout à l'heure, on parlait des activités de réparation. Par exemple, une activité de réparation, il faudrait qu'elle soit présente dans chacun des quartiers, voire dans chaque village, qui ait un réparateur qui puisse être présent. Et ça essaime sur plein de territoires avec des idées de coopératives qui se créent déjà sur des questions d'énergie. Donc, comment est-ce que vous voyez l'articulation entre les niveaux et les décisions collectives par rapport à ces niveaux-là? Parce que ça nécessite, juste pour aller dans le même sens, ça nécessite une refonte aussi de l'appareil institutionnel tel qu'il existe aujourd'hui, qui n'est pas du tout adapté, pas juste l'appareil économique pour le coup. Oui, alors moi, c'est très compliqué, j'ai évidemment pas du tout tous les éléments de réponse, mais peut-être un élément sur l'articulation entre centralisation et décentralisation, planification, localisation. Comment on fait pour articuler les deux?
À mon sens, la question de la planification, c'est l'histoire de mettre en œuvre un certain nombre de priorités et d'objectifs auxquels doivent se conformer les différents acteurs. Ensuite, les moyens d'y arriver, il faut laisser de l'autonomie. Il faut laisser de l'autonomie, il faut laisser de l'expérimentation, il faut préserver une forme de diversité des solutions qui vont être trouvées sur le territoire pour pouvoir ne pas se planter, ne faire comme on a fait avec le nucléaire, par exemple, où c'était optimal, mais c'était une seule solution. Et lorsqu'on s'est rendu compte que c'était vraiment une mauvaise solution, on avait déjà une trajectoire qui était extrêmement rigide. Donc là, il faut vraiment préserver cette diversité des solutions, mais dans un cadre centralisé qui est celui des objectifs prioritaires qui ont été définis. Donc voilà, expérimentation versus dans le cadre des objectifs, ça me semble être une manière d'articuler ces choses-là. La planification peut fonctionner comme ça. En Chine, il y a un système de planification qui reste encore aujourd'hui à l'œuvre, qui est finalement assez quand même efficace du point de vue des objectifs qui sont atteints et qui fonctionne beaucoup sur ce mécanisme phase d'expérimentation dans la première phase du plan, phase de recentralisation dans la seconde phase du plan, où en fait on évalue ce qui a eu lieu et puis les solutions privilégiées, enfin ceux qui n'ont pas réussi à atteindre les objectifs se voient imposer une solution qui a réussi par ailleurs. L'une des raisons pour lesquelles on appelle planification concertée la planification concertée, justement, c'est parce que il y a exactement ce que disait Cédric. C'est-à-dire que Jean Monnet, qui était le premier commissaire au plan de l'après-guerre, il avait mis en place des commissions de planification. Encore une fois, je ne fais pas l'apologie de ça, mais c'est pour donner un exemple, pour dire que ça existait, donc il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas renouer avec ces approches-là. Des commissions de planification par secteur et aussi régionales, et dans lesquelles des débats avaient lieu, et ensuite l'État tranchait, évidemment. Donc c'est une manière d'articuler la centralisation et la décentralisation. Encore une fois, évidemment, ça a plein de défauts, ça a un peu un caractère bureaucratique, ça s'est essoufflé assez rapidement pour toutes sortes de raisons, parce que notamment ces commissions de planification faisaient concurrence au ministère, et que des grands ministères comme le Trésor, évidemment, n'avaient pas l'intention de se laisser déposséder de la décision sur l'investissement, etc. Mais si ces choses-là ont pu exister, ne serait-ce que de manière embryonnaire, il n'y a pas de raison pour qu'un gouvernement avec l'appui des mouvements sociaux, un gouvernement qui prend à bras-le-corps véritablement ces problématiques ne puisse pas mettre en place des commissions de ce genre, encore une fois, avec une dimension territoriale, une dimension par secteur. Il n'y a pas de raison pour qu'au départ, les acteurs privés ne soient pas aussi représentés, en même temps que les syndicats. Et puis, on travaille de cette manière-là. La planification, c'est pas soit tout est planifié, bureaucratisé, et la dictature, etc., ou alors tout est décentralisé. Ce qui est intéressant, c'est l'entre-deux, et différents pays, différentes expériences de planification, en Chine, en France, ailleurs, au Chili, on pourrait parler du Chili aussi. Là, ce serait les nouvelles technologies, il faudrait y réfléchir. Différentes expériences de planification ont résolu ce problème du global et du local, du central et du régional, de différentes manières. Il faut se montrer créatif, quoi, en se reposant sur des expériences passées. En même temps, il faut expérimenter différentes formules. Mais encore une fois, ça a existé par le passé. Pas de raison pour que ce soit impossible. Évidemment, nos imaginaires sont tellement pollués par le néolibéralisme qu'on a l'impression qu'il n'y a que le marché. C'est très récent, le néolibéralisme. Oui, un autre exemple sur la question du financement public de l'emploi en dernier ressort, cette idée qu'il y a un emploi garanti. Une des manières, enfin il y a énormément de dispositifs qui peuvent aller dans le sens d'une telle politique, mais une des manières d'articuler centralisation et décentralisation, c'est d'avoir des financements qui sont dédiés à la transition écologique et qui sont ouverts à proposition. Donc, c'est-à-dire que des associations, des collectivités locales font des demandes d'emploi sur la base d'un support, enfin de financement d'emploi sur la base d'un support, d'un projet, d'une fonction, et ils obtiennent un financement central pour mettre en œuvre localement ce projet qu'ils ont créé localement, qui n'a pas été imposé par en haut, qui a été imaginé, qui a été identifié comme un besoin localement. Donc voilà, ça peut être aussi un des leviers pour articuler ces deux niveaux. Et puis on parlait de l'Assemblée du futur de Dominique Bourg tout à l'heure. Nous, on avait quelque chose, mais ce serait intéressant de confronter ces deux. Nous, dans le programme, on avait mis quelque chose autour d'un haut commissaire à la planification écologique, justement, qui soit indépendant de Bercy, qui ne soit pas sous ces pressions-là, aussi comme une manière de répondre à ces problèmes d'arbitrage qui sont faits justement sur des choses de court terme. Tout ça, ça voudrait qu'on pense comment... Il ne faut pas sous-estimer le fait, si je peux me permettre, indépendant de Bercy, ça veut dire qu'il y a des rapports de force qui vont être... qu'il va falloir gérer. Avec l'idée que le haut-commissaire, il a la priorité, en fait. Tout passe par Bercy dans ce pays. Donc disons, l'idée qu'on va s'autonomiser de Bercy... Donc ça, mais évidemment, c'est un objectif tout à fait louable, aucun doute. Ok.
Là encore, ça a été le cas. Dans la période d'après-guerre, il y avait une forme de soumission des mécanismes bancaires et financiers et du crédit aux objectifs qui étaient ceux de la reconstruction.